Si pour toi la Chenille Messine c'est le nom d'une discothèque un peu louche en Meurthe-et-Moselle, si pour toi aussi la pagaie de Vairua ça te rappelle une épreuve de confort dans Koh-Lanta, si quand t'entends l'Aigle des Açores, la Panthère de Gomis ou le Matu di Charo ça t'évoque des documentaires animaliers sur France 5, eh bien cette émission est faite pour toi. Je suis Pierre Desmarais, bienvenue dans Rond Central. Chaque semaine, pendant une demi-heure et accompagné d'un observateur et d'un acteur de la Ligue 1 Conforama, je vous donne les clés pour comprendre l'univers et le patrimoine du championnat de France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un homme qui a troqué sa doudoune du Nord-Pas-de-Calais pour le pull sur les épaules du Cap-Ferret, puisqu'il entraîne depuis 1 an le FC Bassin d'Arcachon, un joueur qui a disputé son premier match en bleu le même jour qu'un certain Hugo Lloris, un attaquant qui partage au moins 3 points communs avec Yacine Bamou, puisqu'il a eu une vie professionnelle avant de devenir joueur de foot. Il est aussi passé par Caen avant que le club normand ne descende en Ligue 2 l'année de son arrivée. Un joueur qui, pour sa première année en Ligue 1 avec le club de Valenciennes, a terminé deuxième meilleur buteur du championnat, juste derrière Pedro Miguel Paoletta. Rien que ça, un avant-centre dont le surnom restera à jamais Savigol. J'ai nommé Steve Savidan. Steve, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On va rectifier pas mal de choses. Lui officie au Cahier du foot. Il nous explique dans un livre à succès comment regarder un match de foot à la télévision et quel type de bière accorder à un match. Gilles Jouan est avec nous aujourd'hui. Gilles, bienvenue et merci de nous accompagner pour cette émission sur les célébrations de la Ligue 1 Conforama. Merci beaucoup de l'invitation sur ce joli thème. Et oui, parce que toi qui nous écoutes, tu n'es pas le seul à te l'être un peu beaucoup raconté avec une célébration que tu pensais stylée. Plusieurs joueurs de foot ont eux aussi essayé de faire des trucs plus ou moins réussis pour fêter un but. Certains ont imaginé des célébrations en équipe, d'autres ont juste voulu troller les supporters adverses et quelques-uns se sont juste complètement ratés. On a donc décidé de les classer en grandes catégories, les plus polémiques, les plus créatives, les collectives. On n'en oubliera aucune, mais avant ça, on est quand même en la présence de Steve Savidan. Du coup, j'ai quelques questions. Steve, on a évidemment tous en tête le fameux salto arrière que tu avais fait avec Valenciennes contre Marseille. Pourquoi avoir réalisé ce geste et d'où t'était venue cette idée saugrenue ? De faire le salto ou de faire contre Marseille De faire le salto. Alors, le salto, c'était parti des expériences de gym, école et surtout centre aéré. Ça part en Paris. Et puis après plusieurs on va dire, tentatives, et j'ai réussi. Et par contre, ma célébration est venue très tardive puisqu'il a fallu attendre très tardivement pour faire des célébrations puisque je n'avais pas marqué très rapidement non plus dans ma carrière. Et c'est venu assez rapidement à Angers de célébrer ce but comme ça, sauf qu'on m'avait tout de suite interdit de le faire. J'avais des entraîneurs qui m'interdisaient de le faire. C'était soit dangereux ou physiquement pas approprié. Et donc, avec ma tête, j'allais dire, bien forte, j'ai continué. Donc, voilà, j'ai apprécié ce geste et après, on aurait pu aller plus loin dans le délire, mais en tout cas, ça restait une signature. Justement, quand tu étais plus jeune, est-ce qu'il y avait déjà des célébrations qui te faisaient kiffer ? On va dire que dans les années 90, 80, les célébrations, elles étaient beaucoup plus collectives. J'ai les images des shorts très courts avec ces maillots mal taillés et les moustaches mal taillées aussi de certains joueurs. Et je pense qu'ils étaient plus dans la réaction et l'euphorie collective d'avoir marqué des buts que de les célébrer peut-être un peu plus individuellement. Faute à la médiatisation aussi, ou grâce à la médiatisation, puisqu'on est arrivé à des célébrations individuelles, où on mettait l'accent beaucoup plus sur celui qui avait marqué et sa célébration, avec les jeux vidéo, avec tout ce qui s'est passé à peu près derrière, et encore plus accentué par les réseaux sociaux. Je pense qu'on est devenu plus sur une célébration individuelle. Ta célébration favorite aujourd'hui, celle d'un joueur en particulier ? Moi, j'aime bien Griezmann parce que Griezmann, à la fois, il n'a pas de célébration, il alterne assez facilement quand même sur la célébration collective que sur l'individuel trouvé, soit sur des jeux vidéo, soit des instants de vie qui peuvent se passer sur les réseaux sociaux. Il aime bien aussi faire des dédicaces.
des messages un peu cachés. Alors ça, c'est pas mal aussi. Ça amène un peu à réflexion où il y a des célébrations qui n'ont aucun sens pour la grande majorité, mais pour celle ou celui qui est directement concerné, a un impact direct. Tu penses à qui? Plein de joueurs, hein. Il y a plein de joueurs qui ne font plus de célébrations récurrentes. Je sais pas, il y a pas de joueurs qui me viennent forcément à l'esprit. Plus Gilles tout à l'heure le dira, mais il y a un grand classique, c'est Bebeto qui fêtait la naissance d'un enfant. Il fallait être au courant de sa vie privée pour comprendre la célébration. Donc il y a parfois des messages qui révèlent des choses privées qu'on ne connaît pas avant. Alors, il y a aussi des célébrations polémiques. Par le passé, il y a des joueurs qui ont été super créatifs dans leurs célébrations, mais il y en a aussi qui ont mis un sacré bazar en Ligue 1 Conforama, comme par exemple Nabil Fekir en tenant son maillot lyonnais face au public stéphanois dans un derby récent, Patrice Evra avec l'OM qui a mimé une partie intime de son anatomie, ou encore Edinson Cavani avec le PSG et sa carabine. Il faut dire que le timing n'était pas forcément bien choisi. Est-ce que Steve, toi, tu as en tête une célébration de but qui t'aurait déjà vraiment choqué? Je crois qu'il y a eu une certaine période en Italie, c'était assez, sur certains clubs, c'était assez un peu extrême droite quand même. Di Canio. Voilà, Di Canio en 2005. où là, on se dit, là, le délire, il va très loin et les mecs, ça va pas, quoi. Ouais, il avait fait une nuance, chacun appréciera. Il avait dit je suis fasciste, mais pas raciste. Voilà. Donc voilà, moi, c'est plus là où ça devient plus politique que sportif. Alors, c'est plus les pays latins un petit peu qui sont dans l'extrême. Parce qu'en général, le nordique ou le français n'y va pas sur ces délires. Alors justement, on s'est demandé en préparant l'émission si on avait le droit à toutes les excentricités en célébrant un but. Et il s'avère que non, Gilles. Et non, il y a beaucoup d'interdictions. On peut classer en 3 catégories: les interdictions de célébration, les limitations du moins, à l'appréciation de l'arbitre. D'abord, il y a le chrono qui tourne, puisque le temps ne s'arrête pas quand il y a eu but. Donc on ne peut pas célébrer en prenant 1, 2, 3 minutes, parce que ça fait perdre du temps à l'adversaire. Donc là, il y a beaucoup de raisons de les limiter. Le deuxième critère, c'est la sécurité. Il ne faudrait pas que la célébration énerve le public d'en face, ce qui est le cas de Fekir que tu citais. La troisième raison, c'est la peur des messages. Il ne faudrait pas que les footballeurs aient trop de messages politiques à faire passer, et même les messages en général sont sanctionnés, puisque des hommages donnent aussi l'occasion de sanctions. Ribéry avait eu un carton jaune alors qu'il avait rendu hommage à Thierry Gilardi. Et on a remarqué cette année que même les messages mimés pouvaient être sanctionnés, puisque Simeone et Cristiano Ronaldo, avec leur coronesse célébration, je ne sais pas comment il faut l'appeler, ont eu une amende. Donc même le message sans mots est sanctionné. Donc voilà. Donc l'aseptisation de la célébration. Voilà, on pourrait estimer que c'est peut-être un peu aseptisé, oui. Mais les joueurs de foot n'ont pas l'exclusivité des célébrations polémiques. Certains entraîneurs sont restés dans la légende grâce à cela. En Ligue 1 Conforama, on pense forcément à Luis Fernandez et sa samba face à l'Olympique de Marseille au Parc des Princes dans les années 2000. À l'étranger, on a aussi eu de récents exemples avec Diego Simeone se prenant pour Michael Jackson, ou encore José Mourinho, un spécialiste du genre. Mais globalement, question pour toi, Steve, toi qui es devenu coach récemment, qu'est-ce que l'on pense des célébrations quand on est un entraîneur? Alors, je l'ai vécu cette année. Où on a eu, parce que là on est dans l'heure des débriefings de saison avec les joueurs, et particulièrement j'ai été un peu choqué en fait d'une célébration de mes joueurs qui est involontaire, puisqu'on célèbre un but qui est très important pour notre championnat. À un moment du match où c'est vraiment clé, on passe devant l'adversaire et glissade, et en fait devant le banc de touche adverse, mes joueurs se sont amenés à être pratiquement tous ensemble devant le banc de touche adverse. J'ai été tout de suite tous les chercher, je leur ai demandé tout de suite qu'ils s'excusent envers le banc de touche pendant l'action, et surtout qu'après le match ils aillent voir l'entraîneur et le staff, et surtout les joueurs adverses, pour leur dire que c'était vraiment pas volontaire cette célébration. Mais c'est vrai que je me suis senti un petit peu prisonnier déjà de l'événement, puisque je le maîtrisais pas, et à la fois vraiment déplacé. Je me suis mis à la place de l'adversaire, et je me suis dit ça pourrait partir un peu plus loin. Donc c'est vrai que j'y apporte un petit peu ou beaucoup d'intérêt, parce que je sais à quel point ça peut engendrer de l'énervement adverse. Célébrer, c'est chambrer. Ça, c'est important aussi. Ouais. C'est ça qui peut être problématique ou intéressant. Et dans ta carrière, justement, Steve, est-ce que tu es déjà tombé sur un coach qui était contre les célébrations? Là, je pense évidemment à Giroud, mais il y en a eu d'autres. J'ai fait un mime
j'ai fait un mime, et c'est mon ami Chris qui sera dégoûté, contre Lyon, parce que je m'étais fait mal au genou la semaine d'avant. Et Antoine Camboiré, il m'a dit, bon, bah, d'accord, mais par contre, tes saltos, t'arrêtes tout. Et donc, ce que j'avais trouvé, c'était, mais ça m'est venu, en fait, comme ça, comme quoi la bêtise, des fois, on la calcule pas. Et j'avais marqué, à Gerland. Et en fait, j'ai fait une petite roulade au sol, arrière. Et en fait, il y a que mes potes qui ont compris dans l'équipe qu'en fait, potentiellement, j'étais capable de pouvoir le faire, le salto. Mais cette petite roulade que j'avais trouvée, en fait, avait été bien appréciée par mon coach. Question bête peut-être, mais est-ce qu'il y a des clauses dans un contrat au sujet justement des célébrations ? Non, j'ai Que pas vu, j'ai pas de souvenir de clause. Peut-être qu'aujourd'hui, oui, mais on reste toujours quand même dans la limite de l'image qu'on rend du club. Donc, à partir du moment où on tend à ne pas, j'allais dire, rentrer dans le cadre de l'image du club et dans sa politique, je crois que ça devient la limite. Comme, par exemple, un message passé par ou un hommage, comme on le disait. Moi, je m'en rappelle, je suis juste à l'époque où les joueurs sont avertis d'enlever leur maillot. Et là, ils sont sanctionnés d'un jaune. Et à l'époque, et à aujourd'hui, je ne le comprends toujours pas. Enlever son maillot, on ne comprend pas non plus, mais c'est vrai que les 3 critères que je listais tout à l'heure peuvent être concernés par le maillot enlevé. En fait, on peut tellement traîner avant de remettre son maillot qu'il y a le cas de Diego Forlán qui avait dû reprendre le jeu torse nu. Et la question de sécurité aussi, on parlait de Fekir qui a énervé un an après Messi, qui avait fait la même chose à Madrid, qui a énervé les Stéphanois, qui ont envahi le terrain. Et puis, enlever le maillot, c'est pouvoir cacher un message. Donc en fait, les 3 critères peuvent concerner le geste innocent d'enlever le maillot. Autres célébrations qui vont nous intéresser aujourd'hui, les célébrations créatives. On va distinguer les célébrations signatures, celles qu'un joueur va garder toute sa carrière, comme Paoletta avec l'Aigle des Açores, Gomis avec la Panthère ou encore Di Maria avec son cœur. Celles des joueurs qui se renouvellent, lancent de nouvelles modes comme Griezmann, on en a parlé, Steve tout à l'heure, avec sa hotline par exemple, Thauvin avec le caméscope d'un salarié de l'OMTV. Gilles, si je te dis les célébrations les plus créatives, tu penses à qui ? Alors, les plus créatives, souvent, c'est les plus spontanées. Je ne sais pas si, par exemple, Umtiti avait pensé avant de la faire, à cette célébration. Et finalement, quand il y a une forme d'improvisation, je crois que c'est là que les joueurs sont créatifs. Après, il y a les joueurs qui sont créatifs parce qu'ils font référence à l'histoire du foot. C'est le cas de Gomis, qui fait référence à Alex, qui lui-même faisait référence à Salif Keita. Donc, finalement, la créativité, parfois, elle vient dans la citation. Alors bien souvent, derrière ces célébrations, il y a de vraies belles histoires. C'est le cas de la pagaie de Marama Vairua qui faisait cette célébration pour sa mère restée à Tahiti et qui lui avait demandé de lui faire un petit coucou après chaque but. L'Aigle des Açores de Paoletta aussi, c'est l'emblème du drapeau de l'archipel d'où vient Pedro Miguel. Alors pour le moment, on a exclusivement parlé des célébrations où cela se passe bien, mais dans le monde du foot, il n'y a pas que des poètes, même en Ligue 1 Conforama. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Steve, de chambrer des camarades pour leur célébration ratée ou juste nulle ? Moi, je vais être un peu prétentieux, comme je marquais à peu près 98% des buts de mon équipe. Ça va être assez limité. Ils jouaient tous pour toi, voilà, c'est pour ça. On va dire ça. Voilà, c'est exactement ça. J'ai des célébrations en tête où un pote part pour faire un truc et puis glisse, mais comme bien il sait bien faire. Et là, c'est complètement raté. Et puis là, c'est chambrage toute la semaine. Voire même une célébration d'un coach. Camboiré qui veut être content, ou qui est content en tout cas, qui est content du but qu'on a marqué et qui tombe au niveau du staff. Voilà, il y a des moments qui sont assez drôles. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand même les célébrations qui ont quand même une certaine histoire. Moi, je sais, par exemple, ne pas avoir célébré un but à ma manière parce que j'avais un ami qui était décédé la veille et j'ai une célébration collective de tous mes amis qui savaient que j'étais à l'enterrement toute la semaine. Et là, tu as une communion qui se rajoute à l'événement, en plus du but. Le but, après, reste très anecdotique. Sur le côté drôle, c'est bizarre, par exemple, un joueur qui perd 2-1 et qui célèbre son but. Ça, c'est un truc, tu te dis, mais qu'est-ce qui lui est passé ? C'est fou. Il y a un exemple, c'est Cagliarella avec l'Italie, qui va être éliminé par la Slovaquie.
ils doivent marquer 2 buts, il met un but anecdotique à la 91e, et il pense à faire sa célébration. Alors que l'Italie doit encore marquer un but pour se qualifier en Coupe du Monde. Je trouve ça assez hallucinant. Justement, on s'est amusé à se rappeler les célébrations qui resteront dans les annales pour leur caractère drôlatique. La première que l'on aimerait revoir, c'est celle de Mathieu Valbuena en 2012 lors de Marseille-Nice. Le milieu de terrain vient de redonner l'avantage aux Olympiens, mais alors qu'il veut glisser sur les genoux pour exprimer sa joie, la pelouse du Vélodrome en décide autrement et Mathieu Valbuena vient se planter dans le sol comme un piquet. Autre exemple à ne pas suivre, celui de Zenden au Parc des Princes en 2009. Le Hollandais ouvre le score et monte sur un panneau publicitaire et finalement tombe carrément dedans. Mais le pire exemple, c'est peut-être celui de Layvin Kurzawa dans un match qualificatif pour l'Euro Espoir en 2015. Le Parisien pense avoir offert la qualif aux Français face aux Suédois et chambre ses adversaires en effectuant une sorte de salut arrogant qui n'a pas manqué de se retourner contre lui puisque les Suédois l'emportent finalement et lui refont le même salut après la victoire. Alors Steve, le plus humiliant n'est-il pas de rater une célébration plutôt qu'un but finalement ? Alors, c'est pas de rater l'humiliation, non, de rater la célébration, c'est de savoir à quel moment tu dois la faire. Parce qu'en fait, on doit être aussi un petit peu calculateur à quel moment du match on doit la faire. Alors, si on est dans un match où on domine plus ou moins, on revient quand même au score, donc on est sur le 1 partout, il faut peut-être éviter de la faire parce que le match n'est toujours pas fini. Par contre, quand tu marques, on va dire, le deuxième but de ton équipe et il y a 2-0, parce qu'il y a toute une stratégie quand même derrière, c'est de savoir à quel moment ça aura aussi un impact, puisqu'il y a quand même aussi des recherches qui sont faites sur la célébration du joueur en individuel. Les joueurs viennent vers lui, en fait, c'est pour tirer aussi de l'énergie. Donc, il y a aussi ce calcul qui est fait par tout le monde. Donc, c'est à quel moment tu dois la faire dans le match, en fonction des résultats. Quel adversaire aussi ? Parce que tu fais pas la même célébration quand tu fais un VAOM. 13 ans avant, il y avait eu l'affaire VAOM et c'est le premier match de l'OM à Nagesser et tu mènes 2-1. Tu marques le deuxième but. Il n'y a plus les mêmes célébrations, il n'y a plus le même impact et le même enthousiasme qui se crée. Donc je pense que hormis toute la stratégie qu'il y a derrière, il y a des moments clés où il ne faut surtout pas la faire. Et justement, sur ces célébrations, comment tu expliques que les joueurs, moi je me rappelle qu'à la cour de récré, quand je marquais un but, j'avais envie de faire 4 tours autour de la cour, juste pour célébrer ce but. Comment tu expliques que les joueurs aujourd'hui arrivent à garder du sang-froid pour célébrer ou pour réaliser un geste qui sera leur signature ? Est-ce que tu veux la bonne réponse lycée ou tu veux la réponse un petit peu, j'allais dire, un peu déplacée où on va mettre que l'aspect financier rentre en ligne de compte puisque il y a de la rémunération derrière, il y a des enjeux économiques, il y a de la médiatisation, il y a de l'individualisation de contrats. On sait que maintenant, aujourd'hui, via les jeux vidéo, via les différents réseaux sociaux, ça prend un impact énorme. Donc, on va dire que le gif de cet instant de la célébration est plus important que le but marqué. Parce que le but, on va dire... Ça, c'est incroyable. Ça reste du spectacle. Et la célébration écrit une page importante du joueur. L'impact du joueur sera certain par cette médiatisation. Donc, on va dire que c'est très important de faire une très belle célébration aujourd'hui. Je sais pas, Gilles, qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, c'est très intéressant. Ça fait partie du spectacle d'être identifié comme celui qui fait telle célébration. Il y a des débats sur les forums de jeux vidéo parce qu'on peut faire la célébration de Ronaldo avec n'importe quel autre joueur. Et est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est pas normal ? Enfin, on voit des choses assez hallucinantes qu'on n'aurait pas imaginées il y a 10 ans. L'aspect signature fait un petit peu tomber dans le marketing parce qu'il y a un systématisme aussi. Quelque chose de très presque trop parfait tellement elle est maîtrisée la célébration et ça conduit à des choses vraiment étonnantes comme de repousser ses coéquipiers qui veulent venir embrasser le buteur pour avoir le temps de mettre sa petite signature comme un peintre sur un tableau. Et ça c'est quand même assez étonnant. Ça fait à la fois partie du spectacle et à la fois partie de ce qui peut questionner dans ce que devient le spectacle football. On va à présent évoquer ces célébrations que l'on partage avec ses partenaires, car une joie qui n'est pas partagée est une joie forcément moins intense, en tout cas je l'imagine, Steve. Et alors là, Gilles, tu vas nous parler d'une fameuse chenille. La chenille messine, absolument, qui est un cas doublement intéressant, d'abord parce que c'est quelque chose de collectif, de très travaillé, et qui a été fait aussi après la victoire de Metz en Coupe de la Ligue contre Lyon. Et c'était une citation à la première chenille messine, et des joueurs lyonnais l'avaient mal pris. Alors que c'est quelque chose de très sympathique, cette chenille. Mais comme ça avait été fait après la séance de penalty, c'est ce que disait Steve, il y a peut-être un moment où il ne fallait pas la faire, le match était terminé,
et ils prenaient le temps de faire leur chenille, tandis que les Lyonnais attendaient en tant que perdants encore sur le terrain. Donc c'est une belle histoire qui a aussi sa dimension chambrage. Moi je trouve que ça rend l'histoire encore plus belle parce que le chambrage fait partie du foot, mais c'est assez intéressant de voir tout ce qui se construit autour d'une belle histoire sur le papier, avec les réactions de l'adversaire, avec les réactions des réseaux sociaux aujourd'hui. Ça peut être monté en épingle et devenir quelque chose de politique presque. Et comme on disait sur les célébrations, on sera sur la première génération de footballeurs, footballeuses qui ne peuvent plus être dans la réaction instantanée de la célébration avec le VAR, sur des buts qui vont devenir de plus en plus étudiés, où l'automatisme de la célébration va être cassé. On est obligé d'attendre la validation arbitrage. Et donc l'instantané ou le côté, vraiment le côté instantané sera cassé et va voir même disparaître. Je pense que dans 5 ans, il n'y a plus de célébration. Alors, je sais pas, moi j'espère que dans 5 ans, il n'y aura plus de VAR. Ah oui, voilà. Mais comme je parle d'un constat où ça existe, ça existe effectivement. Je me dis les joueurs sont obligés de s'y adapter. On verra des célébrations annulées par la VAR. Bah oui, parce que de toute façon, on le voit même bien à tel point, ça rend même le spectateur déplacé dans son regard. On se dit, attends, mais il célèbre, c'est annulé. Donc on arrive sur une double émotion entre la joie extrême et la déception de ne pas avoir marqué. On voyait très bien même des célébrations qui ont été faites, par exemple, la plus grande célébration marquante de l'histoire, c'est la main de Maradona. Aujourd'hui, en faisant cette main, je suis pas sûr que le buteur fasse une célébration tout de suite. Il aurait été obligé d'attendre des validations dans tous les sens pour faire une célébration. Absolument, oui. Il faudrait voir Henry aussi. Henry. Et donc, il y a tout un système qui se passe après but, comme ces zones un peu un triangle des Bermudes. En fait, il va y avoir une zone de flou qui va se faire entre le but et l'instant de la célébration. Où comment les jeunes joueurs, joueuses, aujourd'hui, vont réussir à comprendre qu'ils ont réellement marqué un but, mais qui n'est pas encore validé, ou à quel moment il va falloir qu'on attende la validation de l'arbitre. Par exemple, alors on parle du VAR, mais on parle de la goal line aussi. Donc il y a en fait tout un système qui va se mettre en place où la célébration, si le système continue dans sa technicité, de validation de but, en fait on va disparaître sur la célébration. Alors, donc on a vécu des belles heures. Il y a un homme dont la célébration n'a pas été invalidée par le VAR, c'est Mario Balotelli, Gilles. Absolument, une très belle histoire qui incarne vraiment notre époque, puisque d'une part elle est préparée. En même temps, lui, il est très spontané. Et troisièmement, il utilise les réseaux sociaux puisqu'il avait préparé une célébration en donnant son téléphone à un stadier. Et il a pu rejoindre ce stadier après avoir marqué et en direct donner l'image de sa joie à ses fans directement. Là, il se dispense même du média. C'est-à-dire qu'il est lui-même celui qui a créé son propre média pour publier sa propre célébration préparée et joyeuse. C'était, moi, je trouve quelque chose d'assez étonnant. Il a bien utilisé son temps disponible. Alors, justement, là, si on va partir sur un truc qui me porte à cœur, c'est les zones d'ombre. En fait, les zones d'ombre, les zones de flou, de droit télé, de droit d'image, à quel moment on est un joueur, à quel moment on est une personne. Si on considère qu'on est un joueur, on est sur un média conventionné par le club ou par les institutions. Et à partir du moment où on est un joueur, on est une personne, on peut utiliser ses propres réseaux sociaux. Donc en fait, on est à l'ère, et Balotelli, c'est le plus grand exemple, et c'est le premier exemple, du joueur célébration d'homme. Il a joué, il a marqué un but pour son équipe, il sort du terrain. En plus, il faut bien se rappeler, on est joueur sur le terrain, on est joueur dans le stade, mais lui, il a passé la ligne, il a été chercher son smartphone, et donc il est en dehors du terrain. Et il est à la fois dans le stade, donc il est joueur-buteur, mais il est en célébration individuelle. Donc en fait, il va y avoir des complexités de suivi de médias, et moi, je suis pas juriste dans tous ces sens-là, mais c'est des énormes questions qui vont se poser. Moi qui suis entraîneur aujourd'hui, je me pose des questions sur le futur de cette zone d'ombre. La génération qui aura grandi avec les réseaux sociaux aura grandi avec l'habitude d'être l'auteur de son propre média. C'est-à-dire que Balotelli, il a besoin de personne pour que des images de Balotelli soient diffusées à son public. C'est à la fois individuel, mais peut-être que lui dirait que justement c'est le plus collectif qu'il puisse faire, puisqu'il le fait avec tous ses followers.
Alors, dernier exemple, Gilles, le haka lyonnais, je l'avais oublié celui-là. Oui, alors c'est un exemple assez étonnant puisque on considère souvent que le rugby et le football sont ennemis. Et là, les Lyonnais avaient emprunté cette histoire, mais sans en garder la symbolique. Hein. C'était plus pour l'esthétique du haka que les Lyonnais s'étaient essayés, avec un peu moins de charisme que les All Blacks, mais c'était intéressant quand même. Est-ce que la célébration d'un but, c'est pas l'occasion de faire un câlin à un coéquipier que tu n'aimes pas trop, en général? Alors en fait, c'est l'inverse. En fait, ce que je disais tout à l'heure, j'ai lu certaines études là-dessus, où on vient chercher l'énergie du buteur, comme si cette énergie soit transmissible. Et il y a des études là-dessus sur qui a marqué le but et qui va le célébrer en premier. Et souvent, une personne qui n'est pas forcément en confiance dans le match va s'empresser d'aller vers la personne qui est justement en plein gaz et qui vient de marquer un but pour justement tirer de l'énergie de son coéquipier. Donc en fait, c'est pas alors c'est rarement le buteur qui va voir ses coéquipiers, c'est plutôt ses coéquipiers qui viennent le voir en général. Là où c'est intéressant, c'est quand moi ça m'est arrivé quand un attaquant traverse tout le terrain pour aller voir son gardien. Et ça, c'est assez rare à voir. Moi, ça m'est arrivé une fois avec Nicolas Pento à Valenciennes, où Nico avait vécu quelque chose dans la semaine qui m'avait touché et affecté comme l'ensemble des joueurs. Et en fait, ma célébration n'était pas la mienne, en fait, c'était la sienne. Lui qui n'est pas un poste décisif. Tu lui dédiais ton but. Je lui dédiais, en fait, oui, Et ta célébration, j'ai du été coup. quelque part le bras armé de sa volonté de marquer un but. Donc en fait, je lui redonnais simplement ce que lui... Le pied armé. Comment ? Le pied armé. Le pied armé, oui. Et en fait, c'est une communion qui est assez rare entre justement son gardien et ses attaquants. Toi qui as été joueur, toi qui es maintenant entraîneur, en règle générale, comment sont préparées ces célébrations ? Est-ce qu'on les répète à l'entraînement ? Il y a deux générations. Il y a la génération où ce n'était pas préparé de façon collective, à part Metz. J'en ai pas vraiment d'autres grands exemples, vraiment de célébrations très collectives comme ça, où tout le monde était concerné. On est sur la génération où je jouais, on est plus sur de l'individualisme préparé, mais en fait, c'est une signature. Il y a le joueur qui sait pas, en fait, qui est même surpris de marquer un but, donc une célébration, on en demande un peu trop. Et puis, on arrive sur la génération où il y a la célébration qui est préparée individuellement ou préparée à l'entraînement à l'insu de tout le monde. Moi, j'ai vu des célébrations cette année qui sont faites par mes joueurs, je ne les avais jamais vues. Mais à l'entraînement, je n'avais même pas vu les préparer parce que je suis même pratiquement sûr qu'ils ne les préparent pas au moment de l'entraînement, mais plutôt dans les moments off de convivialité. Et c'est pour ça qu'il faut accentuer encore plus demain qui passent de plus en plus de temps ensemble, et pas qu'à l'entraînement. Il n'y a pas de séance après les pénaux, les célébrations. Ouais. Enfin, il y a ces célébrations qu'on a trop vues depuis qu'on regarde le foot et que l'on aimerait ne plus voir. Est-ce que, Steve, tu en as en tête ce genre de célébration qui ne t'évoque plus rien tellement on les a vues et revues ? D'aller voir la caméra, et puis de dire, je sais pas, faire des chœurs. Alors, nous, on avait pensé justement au cœur avec les doigts, au ballon glissé sous le maillot, celle avec le pouce dans la bouche, celle du mercenaire qui embrasse l'écusson, enfin aussi celle des joueurs qui célèbrent sans voir le ballon rentrer. Ça arrive très souvent. Ouais. Alors ça, c'est un génie, par contre. Non, mais par contre, oui, celle qui est sur... alors ouais, peut-être celle que c'est celle du blason. Parce qu'en fait, moi, ça m'est arrivé. Je suis parti de Valenciennes après 4 ans. Et mon premier match à Dornano avec Caen, c'est Valenciennes. Et je marque. Et en fait, j'ai passé des moments incroyables à Valenciennes. Mais en fait, j'ai célébré mon but. J'ai pas célébré mon départ et la tristesse du... Oui, je sais pas si on voit ce que je veux expliquer, mais j'ai le sentiment d'être triste d'être parti, mais à un moment donné, je suis dans une nouvelle aventure. Donc, je respecte énormément Valenciennes. Et c'est vrai qu'on me l'avait un petit peu reproché, mais pourquoi tu avais célébré ton but ? Parce que je suis dans un nouveau projet, dans une nouvelle équipe. Le moment présent a pris le dessus, quoi, finalement. C'est le moment présent. Et j'étais dans l'excitation. Je m'étais mis une énorme pression de jouer contre mon ancien club, en plus. Mes coéquipiers m'avaient mis énormément la pression. Et c'était aussi,
je suis dans un nouveau projet. Oui, l'époque est plutôt au refus de célébrer contre l'ancien club. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que les joueurs qui font ça, ils font ça de manière très ostentatoire. Et c'est limite une autre célébration. Exactement. Ils montrent tellement qu'ils ne célèbrent pas que c'est devenu une espèce de célébration. Ils restent figés, les bras en l'air. Genre, j'ai rien fait. Il a quand même marqué. Faut pas l'oublier. L'adversaire l'oublie pas. Et c'est assez étonnant ce renversement. Thierry Henry avait lancé cette mode de la non-célébration. Oui, mais voilà, Thierry Henry avait aussi lancé le fait qu'on voyait beaucoup qu'il faisait ça. Oui, moi c'était à cette époque-là, il y a 10 ans, l'année du titre de Bordeaux. Le dernier match, c'est Caen-Bordeaux. Gouffran marque le but du titre pour Bordeaux. Il venait de partir de Caen et il ne célébrait pas son but. Et pour avoir regardé des images, je m'étais dit, mais il a raté un truc. Il a raté un plaisir finalement. Un plaisir individuel. Alors, est-ce que l'émotion de son ancien club avait pris le pas là-dessus ? Comme si c'était déjà mis dans la tête toute la semaine à l'entraînement. Si je marque contre Caen, je ne célèbre. Alors voilà, on arrive à un moment donné, un casse-tête. Finalement, s'il n'a pas envie de marquer, il ne demande pas à jouer le match. Le Pignon serait maintenu et ça aurait été génial. Voilà, on arrive déjà à la fin de ce podcast, mais avant de se quitter, on tenait quand même à vous dire qu'après le Shifumi de Thauvin et Balotelli au Vélodrome il y a quelques semaines, nul doute qu'un 3 petits chats avec votre meilleur pote sera super intimidant pour vos adversaires au prochain Five. Merci Steve Savidan d'être passé nous voir sur Rond Central. Merci Gilles Juan pour toutes ces histoires qui nous ont rappelé tant de souvenirs. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Rond Central. Merci.